bonsoir. Bienvenue dans cet épisode de Trajectoire qui va être avec Samuel Valency. Samuel Valency va nous rejoindre très prochainement. Bonsoir, bonsoir. Nous commençons le live dès que Samuel est arrivé. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce live Trajectoire. Nous attendons Samuel qui devrait arriver d'ici peu pour un épisode de Trajectoire. Pour rappel, Trajectoire, c'est des lives sur Instagram, disponibles en direct et en replay, qui vous permettent de rencontrer les artistes que j'invite à parler de leur vie, de leur parcours. Et vous pouvez poser vos questions en direct, comme ça les personnes peuvent vous répondre sur le moment ou y répondre plus tard si on est dans le flux des paroles. Je pense que tu es là, je t'invite à rejoindre le live. Merci d'être là. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Restez, s'il vous plaît. Samuel Valency arrive. Donc, pour rappel, vous pourrez poser vos questions en direct à Samuel, qui est metteur en scène, comédien et aussi enseignant dans le spectacle vivant pour la transition écologique. Entre autres. Et ça, vous le saurez s'il arrive. Samuel, je ne sais pas si tu es connecté, mais je suis en train de te réinviter à rejoindre le live. Dites-moi si jamais vous avez... Salut. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'as pas la même lumière que tout à l'heure, du coup. Non, ça a changé. Mais Ça a ça va? changé. Ça va, ça fonctionne quand même? Oui, nickel. Ok. Bon, ben, merci de répondre à mon invitation, Samuel. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi ce soir. Ça fait un petit moment que on a fait nos premiers échanges avec Créalliance et les choses ont tellement évolué pour toi, euh, respectivement, que voilà, aujourd'hui, je suis hyper heureuse de pouvoir faire suite à ces premiers échanges. Que tu nous racontes un peu ton parcours. Bien sûr qu'on va pas avoir le temps de tout dire ce soir, mais on va essayer d'en dire le plus possible pour apprendre à te connaître et un peu comprendre que tu souhaites amener comme sensibilisation, comme ouverture, comme prise de conscience à travers tes créations et ton enseignement. Eh ben, Euh, avec plaisir. Merci à toi, Julie, de me redonner l'occasion de discuter un an quasiment jour pour jour, hein. Après, même plus que ça, parce que un an, c'était le début de coupure et la dernière fois que j'en ai parlé, on était en écriture du projet, donc ça doit faire 2 ans quasiment depuis nos échanges. oui, t'en est passé des choses. Ouais. J'ai hâte que tu nous en parles plus.
Alors, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, Trajectoire, c'est des Insta Live avec des personnes que j'invite à venir témoigner sur leur parcours de vie, leur parcours artistique, créatif. Et moi, je suis accompagnatrice d'artistes, donc ma passion, c'est vraiment d'aller creuser un peu dans les histoires de chacun et de chacune pour aider à trouver son positionnement personnel. Et c'est aussi pour ça que j'aime discuter avec des profils différents pour pouvoir inspirer les créateurs, les artistes et les acteurs culturels, euh, euh, quelle que soit leur pratique, quel que soit leur domaine, et faire des rencontres possibles entre vous. Peut-être que là, il y a des personnes ici présentes ce soir qui auront envie d'échanger avec toi ensuite. Donc, je vous invite à poser vos questions, à rebondir s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous stimulent, même si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est OK de le dire aussi. Même si on n'est pas là pour débattre ce soir, voilà, on essaye de créer un espace aussi de partage avec vous. Samuel, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous présenter un petit peu qui tu es en tant que metteur en scène, comédien et enseignant. Si tu veux bien déjà nous dire en quelques mots comment tu te présentes en soirée, par exemple, quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? En soirée, généralement, je me présente pas ou le plus tard possible pour pour éviter de commencer par là. Mais pour faire très court, je dis que je fais du théâtre et pour faire plus long, je dis que je suis auteur et metteur en scène. J'ai fondé une compagnie qui s'appelle La Poursuite du Bleu. Cette compagnie, elle porte un théâtre dont on dit qu'il est engagé et engageant. On pourra revenir sur ce que ça veut dire après. Par ailleurs, je suis engagé pour le climat au sein du Shift Project, où je bosse sur la partie culture. Et puis, j'ai décliné le travail qu'on fait dans la compagnie comme celui fait au sein du Shift Project dans des cours et des conférences. Et donc, en fait, je donne pas mal de cours. J'en donne à Sciences Po Paris, j'en donnais à HEC. Je me suis fait virer de l'école pour des propos portés à son encontre, mais on pourra en parler, hein, c'est une forme de reconnaissance professionnelle. Et puis j'en donne également beaucoup à l'ICAR. Donc on pourra en parler aussi. Ok, super. Merci pour cette introduction qui nous donne un petit peu la température. Alors, Samuel, comme tu le sais, j'aimerais qu'on commence par parler de ton enfance. Qui tu étais en tant qu'enfant et comment t'es venu ce goût pour le théâtre et peut-être aussi ce goût pour euh, le lien avec le vivant, le respect du vivant. Bah écoute, mon enfance a priori est pas directement connectée au théâtre. Par contre, il est très connecté au vivant parce que j'ai deux parents qui sont vétérinaires. Il n'était pas rare pour moi de passer mes après-midi gamin au chenil ou de voir ma mère opérer un chien ou de voir mon père s'occuper d'un lapin. Enfin bref, ça m'est arrivé pas mal quand j'étais gamin. Et ça m'est beaucoup arrivé aussi par la suite, hein, quasiment toute mon adolescence, de passer mes après-midi à faire mes devoirs ou à ne pas faire mes devoirs directement dans la clinique de ma maman. Donc voilà, ça c'est un truc qui je pense a marqué pas mal mon rapport au vivant. Pour le coup, la culture et le théâtre, c'est vraiment pas très présent dans mon enfance. Même si je viens d'une famille qui est plutôt aisée, qui est plutôt bourgeoise, on allait très très peu au théâtre. C'était pas du tout quelque chose de fréquent. Et en fait, le théâtre m'est tombé dessus beaucoup plus tard, pendant mes études. Donc, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais en gros, mon enfance, elle est surtout marquée par ça, par le lien fort au vivant, par mes deux parents vétérinaires. Et puis, j'étais un gamin très tête en l'air, très rêveur, très dispersé, et ça a été le cas assez longtemps. Enfin, voilà. J'ai pas, j'ai pas eu très vite des ambitions théâtrales ou autres. Ça a mis longtemps à arriver. C'est plutôt à l'adolescence que ça s'est fait. Ok. Si je me souviens bien, tu m'as parlé de ta pratique musicale en amateur aussi. Donc, tu avais quand même un goût pour la Ouais, création. j'avais un goût pour l'écriture, pour la musique, mais vraiment vraiment très très tôt. Et c'était vraiment en amateur. C'était
c'était le plaisir. J'ai toujours joué de la musique, j'ai composé des chansons, j'écrivais déjà, mais plutôt de la musique à l'époque. Donc voilà, c'était pas du tout professionnel, c'était pas du tout non plus une ambition d'en faire ma vie. C'est seulement vraiment pendant mes études que je me suis posé ces questions-là, quoi, de est-ce que la création artistique, qui est aujourd'hui un hobby, pourrait pas devenir quelque chose d'un peu plus important. Mais c'est vraiment venu par étapes. Ok. Donc, tu m'as dit que tu avais été en école de commerce, donc HEC. Mhm. Tu veux nous parler un peu de cette expérience? Ben écoute, la première chose à dire, c'est que moi j'ai un réveil très très tardif au niveau scolarité. J'étais un gamin dont on disait quel gâchis jusqu'à mes 16-17 ans, parce que je foutais pas grand-chose. Et je me suis réveillé vraiment très tardivement, et c'est au moment en gros où il fallait absolument que je me réveille, que mes parents m'ont secoué et que je me suis mis à bosser à l'école. Et honnêtement, c'était pas un choix absolu. Moi, j'étais plutôt un littéraire. J'avais plutôt envie de faire une fac de littérature ou de philosophie, ou alors vraiment des études là-dedans. Et un peu par non-choix, un peu parce que tout le monde autour de moi, dans ma famille, me disait il faut que tu fasses ça parce que c'est ça qui va t'ouvrir le plus de portes. J'ai fait une classe prépa et honnêtement, j'étais pas du tout prédestiné à avoir une des meilleures écoles, mais j'ai eu du bol au concours. Je tombais que sur des trucs où j'étais très à l'aise et du coup, j'ai eu une grande école et je suis rentré à HEC. Du coup, ça devait être en 2011-2012. Et à ce moment-là, bah, pour être très honnête, j'ai déprimé. Voilà. En rentrant en école, j'ai trouvé que l'enseignement était très normatif, surtout les 2 premières années, ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire l'enseignement que tu as partout. Et là, on t'apprend la fiscalité, la comptabilité, on t'apprend la finance d'entreprise, la finance de marché, la microéconomie, la macroéconomie. Et je vais reprendre l'expression même de l'ancien doyen de l'école Ramanujan qui disait on a bien conscience qu'entre la classe préparatoire, où on vous fait lire L'être et le néant et la phénoménologie chez Kant, et les normes comptables, il y a un petit gouffre épistémologique. Et oui, c'est complètement ça. Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça assez sec comme enseignement. Et j'ai pas mal déprimé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait deux trucs. Le premier truc, c'est d'aller m'inscrire en fac de philo où je n'excellais pas, mais au moins je prenais l'air. Et de faire un deuxième truc qui était de prendre du temps en fait pour moi pour l'artistique, d'abord dans la comédie musicale de l'école. Et en fait j'ai adoré la partie comédie musicale et je me suis dit allez je vais faire plus de théâtre. Et vraiment mais comme un débutant qui sait pas hop pardon qui sait pas quoi faire. Ah, attends. Et donc Ah, c'est bon. ouais pardon Attends. Ouais. j'ai coupé les notifications parce que mon téléphone continue à vibrer. Ouais, je suis allé m'inscrire comme un débutant qui sait pas comment faire sur le site de casting et j'ai passé une puis deux auditions. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de tournant parce que j'ai rencontré d'abord une metteuse en scène qui donnait des cours, Juliette Molt, qui m'a vraiment donné le goût déjà du jeu. Et puis juste après, je suis rentré dans une compagnie qui montait des souris et des hommes en théâtre universitaire à l'époque. Donc là, pour situer un peu, j'ai 21 ans, je pense. Et en fait, en parallèle de l'école, je suis en fac de philo et je me retrouve à jouer 3, 4 fois par semaine dans des spectacles à Paris. Et du coup, en fait, je me retrouve à passer autant de temps hors du campus que sur le campus, voire même plus de temps dans les salles de spectacle que sur les bancs de l'école. Ce qui est pas très difficile parce que l'agenda, je sais pas non plus surchargé, on nous laisse du temps exprès. Mais voilà. C'est fou, en fait, très rapidement, du coup, tu as eu pas mal de représentations. Ouais, c'est complètement fou parce que habituellement quand tu démarres un projet de spectacle, souvent tu joues 2, 3 dates, un showcase, une petite reprise pour le montrer, tout ça et ça s'arrête. Là pour le coup c'était des exploitations beaucoup plus longues parce que l'Envol, le premier spectacle dans lequel j'ai joué, c'est joué une cinquantaine de dates. Donc c'était déjà une première bonne expérience pour quelqu'un qui avait jamais fait de théâtre. En fait je me suis retrouvé en répétition l'été entre mes 2 années d'école. Et je me suis retrouvé à jouer quasiment tous les soirs pendant un trimestre en parallèle de l'école. Et le deuxième spectacle, pareil, c'était en théâtre universitaire, Paul Balaguer, pour lui rendre hommage, qui mettait en scène Des souris et des hommes, qui est un texte qui m'a profondément marqué. Et du coup, pour le coup, ça, c'est un spectacle qui, pareil, s'est joué pendant 2, 3 ans.
Donc en fait, on n'a jamais arrêté. Et du coup, je me suis retrouvé de quelqu'un qui a jamais fait de théâtre de sa vie, qui même, pour être assez honnête et lucide, était allé 4 fois au théâtre dans sa vie avant ça, à quelqu'un qui joue tous les soirs et commence à se retrouver passionné par ça. Donc, euh, donc voilà à peu près. Et au même moment, j'étais très investi dans la comédie musicale de l'école. Donc j'avais une espèce de formation accélérée quoi, à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est une sorte d'évidence en fait. Tu as trouvé ta place à ce moment-là et après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Ouais, puis ça a été une manière, je pense, de combler ce gouffre épistémologique dont on parlait tout à l'heure, où en fait dans l'enseignement, je me retrouvais pas, je comprenais pas trop ce que je faisais là. Je trouvais ça très normatif, très froid, très déshumanisé, très désensibilisant, au sens où c'est un enseignement qui refroidit beaucoup la vision du monde. Et du coup, bah, j'étais assez heureux d'avoir ça, cette expérience sensible autour de moi. Je trouvais ça génial de pouvoir créer, être avec des artistes, faire autre chose, quoi, voir autre chose. Donc là, je me retrouve en deuxième année. Là, je suis en deuxième année d'HEC à ce moment-là. Je joue beaucoup et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'y consacrerais pas vraiment, vraiment ma vie en fait? Je me pose la question pour la première fois et à l'époque vraiment, je me disais, je vais faire un métier créatif et c'est très drôle quand je me revois là parce que faire un métier créatif en étant à HEC, c'était aller bosser chez Ubisoft en tant que producteur, donc pas trop sur des fonctions créatives finalement, ou aller faire de la com ou du marketing chez BETC, chez L'Oréal, chez des grosses agences de com, Ouais. Viman et tout ça. Enfin, c'était marrant quoi de voir à quel point le prisme a été totalement décalé. Et en fait, à ce moment-là, donc comme je le disais tout à l'heure, mon père est veto. Et il s'avère que mon cher papa veto soigne les chats à l'époque d'un certain Philippe Tesson. Et Philippe Tesson, c'est le plus vieux et le plus craint et le plus aimé des critiques dramatiques de Paris. Et c'est aussi quelqu'un qui dirige les éditions L'Avant-Scène Théâtre. Et c'est aussi quelqu'un qui vient de racheter le théâtre de Poche Montparnasse. Et donc, mon père l'appelle, lui parle de moi en bien. Philippe Tesson m'appelle, me propose de le rencontrer. On discute, il comprend que j'aime beaucoup le théâtre mais que j'y connais rien. Il comprend que j'ai très envie d'en connaître plus, que je suis très curieux, que j'ai très envie de m'y investir. Et l'entretien est un peu hallucinant. C'est-à-dire que il me dit mais t'aimerais faire quoi exactement? Je dis je sais pas, assistant de production. Et il décroche son téléphone et il appelle la directrice du théâtre et il lui dit dis-moi Charlotte, est-ce que ça te dirait qu'on prenne en stage un assistant de production? Et Charlotte lui dit oui, pourquoi pas. Il raccroche. Il dit bah c'est bon, t'as un stage d'assistant de production au théâtre de Poche. Et du coup, il m'a embauché pendant. À l'époque, c'était possible de faire des stages longs, donc j'ai fait 10 mois de stage au théâtre de Poche Montparnasse. Et c'était extraordinaire parce que t'es un gamin qui a passé 2 ans à faire du théâtre en parallèle d'HEC, et d'un seul coup, tu te retrouves complètement catapulté au milieu de gens brillants parce que au théâtre de Poche à ce moment-là, il y a Jean-Louis Benoît en répétition, il y a Catherine Yegel, il y a Judith Mahal, il y a Maxime Daboville qui a eu le Molière du meilleur comédien là il y a quelques mois de ça. Enfin, il y a un monde fou qui passe et je me retrouve à tout faire parce qu'on est dans un petit théâtre, donc je touche à tout. J'apprends à faire des budgets, j'apprends à faire de la com, j'apprends à faire les dossiers de presse, j'apprends à faire un peu de relations publiques. Et puis, je vois les artistes répéter le matin, je vois les rapports entre les artistes, les rapports entre les metteurs en scène et les comédiens, entre les comédiens et les techniciens. Enfin, vraiment, je découvre un monde et c'est une espèce de formation accélérée. Et puis d'un point de vue Ouais. culturel, c'est complètement extraordinaire parce que je passe de quelqu'un qui a vu 10 pièces de théâtre dans sa vie à quelqu'un qui, au contact de Philippe Tesson tous les jours, écoute, lit ou voit quasiment 2 à 3 spectacles par jour. Donc en fait, je me retrouve dans un bouillon de culture génial, quoi, que je souhaite à n'importe qui. Et là, bah, les possibles s'ouvrent un peu et je me dis, bah, en fait, ouais, c'est peut-être ça que j'aimerais faire. Sacrée expérience, tout ça grâce à des chats finalement. Ouais, ouais, c'est les chats de Philippe Tesson qui m'ont présenté à Philippe Tesson. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de Philippe, qui était cette personne et qu'est-ce qu'il t'a apporté comme,
ou alors qu'est-ce qu'il a accompagné comme développement de valeurs? Écoute, c'était quelqu'un déjà d'une grande culture, d'une grande intelligence. C'était quelqu'un qui avait un goût immense et pour le théâtre et pour le débat, ce qui est la même chose, et, euh, et pour la liberté. C'est assez étonnant aussi de voir comment se constitue une opinion politique, mais je pense que chez quelqu'un qui est né comme lui, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le contexte général, c'est que on forge une pensée de droite parce que c'était quelqu'un qui était à droite politiquement euh, par rapport à un rapport à la liberté. Donc on n'avait pas la même sensibilité politique. Mais ce que j'ai découvert aussi de lui, c'est que c'est quelqu'un qui, par exemple, quand il était, c'est un patron de presse, hein, c'est quelqu'un qui a été à la tête du journal Combat, puis du Quotidien de Paris. Et ce qui m'a étonné quand j'ai appris à le connaître, c'est qu'en fait, à la tête de Combat, quand il était à la tête de ce journal, il donnait la parole à toutes les voix politiques, y compris celles qui étaient les plus dissidentes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une preuve d'intelligence, je trouve. Donc, j'ai vraiment gardé de cette époque une culture et une ouverture, je pense. J'ai des réflexions qui sont assez radicales sur l'écologie, sur les inégalités, sur ce genre de choses. Mais j'ai aussi une grande ouverture à toutes les discussions, à tous les bords politiques, à ce qu'ils défendent, parce que, bah, en fait, j'ai cette chance d'avoir eu un mentor avec qui j'étais en désaccord, mais qui était brillant, et dont je dois reconnaître qu'il était brillant. Donc voilà, donc je pense que c'est une vraie richesse. Ça m'a beaucoup apporté. Hmm. À HEC, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus. Quand on se parlait de la préparation de ce live, tu me disais que ça t'avait aidé à comprendre comment le monde fonctionnait et que du coup, maintenant, tu pouvais le raconter. Est-ce que Mhm. tu veux nous expliquer un petit peu comment ça t'a apporté peut-être de la matière pour ce que tu fais aujourd'hui, sans tout nous raconter par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Mais... Bah, c'est marrant, bah, tu vas me faire un peu répéter ce qui m'a fait virer de l'école, mais je vais le contextualiser un peu plus, du coup. En fait, ce qui a fait que j'ai été viré d'HEC, c'est que lors d'une interview sur l'usine Nouvelle, j'ai expliqué que pour moi, l'école fonctionnait essentiellement sur une logique de reproduction de l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre à des étudiants la comptabilité, la fiscalité, la finance d'entreprise, la micro et la macroéconomie, sans y introduire une pensée critique, c'est une forme de paupérisation en fait. C'est une forme de paupérisation intellectuelle. Mais en fait, cette paupérisation intellectuelle, elle est logique. C'est-à-dire, je ne me prends, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché contre les enseignants de l'école, contre son doyen, contre les gens qui financent l'école. Je vois juste que le système en tant que tel fabrique ça. C'est-à-dire que quand tu as une école dont l'objectif premier, c'est le classement dans le Financial Times, et que ce classement dans le Financial Times, il est pensé sur plusieurs critères, dont le premier, c'est le salaire de sortie des étudiants. Et qu'en fait, quand tu vois que le salaire de sortie des étudiants, il ne peut être élevé que s'ils choisissent d'aller dans des grands groupes, et que des grands groupes, du coup, ont intérêt à financer l'école pour trouver les talents de demain. Et du coup, tu te retrouves là dans une espèce de cercle où tu as intérêt à reproduire l'existant parce que ces grands groupes ont le plus à perdre dans les grandes transitions dont on parle. Par exemple, si on prend l'industrie du luxe, qui est l'un des financeurs de l'école, si on prend l'industrie du luxe, on comprend bien en fait que les inégalités génèrent beaucoup d'émissions de CO2. J'invite celles et ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront à aller regarder le travail de Lucas Chancel. Comment est-ce que le luxe peut vivre sans inégalité sociale? C'est une industrie qui va mourir sans inégalité sociale. Le luxe sans inégalité sociale, ça s'appelle l'artisanat. Donc en fait, du coup, le groupe a tout à perdre en fait à ce que l'école évolue, à ce que l'école change, à ce qu'elle mette en place un questionnement critique. Donc c'est pas par paresse, c'est parce qu'il y a un objectif qui est celui du système, qui est de dire, bah, en fait, je veux que mes étudiants qui sortent de là, et cet objectif est plutôt noble, ils soient dans des bonnes conditions. Mais le résultat, c'est que bah, pour être dans des bonnes conditions, il faut apprendre à reproduire l'existant, puisque c'est ce qui fonctionne pour rentrer dans des grands groupes et que les grands groupes fonctionnent en reproduisant l'existant. C'est pas un gros mot de le dire, c'est juste comme ça que ça marche. La vraie question maintenant qui se pose, c'est comme l'existant nous mène dans le mur,
mais on le sait de plus en plus. Il y a les rapports du GIEC, il y a les rapports sur la diversité, sur la biodiversité. On sait que, par ailleurs, on va être contraint, c'est ce que dit The Shift Project et Jean-Marc Jancovici toute la journée, on sait qu'on va être contraint sur les ressources énergétiques. Donc, on peut faire un résumé très rapide en disant que l'existant va pas pouvoir être reproduit très longtemps. Et donc là, on arrive à un moment où, en fait, reproduire l'existant n'est plus tenable et donc il est absolument nécessaire et fondamental. Et même pour que les étudiants continuent à sortir et à avoir des salaires qui puissent durer dans le temps et qui soient bons, de questionner la façon dont l'économie fonctionne. Mais aujourd'hui, le système de financement de l'école, ses objectifs premiers, font qu'on est un petit peu verrouillé. Voilà, voilà. Mais je ne blâme personne pour ça. Je dis que c'est le résultat d'un système économique, de valeurs, d'imaginaire, etc., qui nous amène dans cette situation. Oui, amènes des constats qui fâchent. Voilà. Oui, c'est pas. Mais de toutes les façons, quand tu poses un regard critique sur un système, tu fâches forcément des gens. Je veux dire, c'est ce qu'on fait. Robert et Donella Meadows toute leur vie. Ils ont écrit un rapport sur l'impossibilité de croître infiniment en 1972. Et depuis, ils ont été les Cassandres de nos temps modernes. Ils ont expliqué tout ce qui allait arriver en termes de limites de ressources qu'on rencontre aujourd'hui pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, globalement, ils ont plus fâché des gens qu'ils leur ont dit que c'était agréable, quoi. Et d'ailleurs, quand tu lis un rapport du GIEC, tu comprends qu'il va falloir changer plein de trucs. Et tout le monde est d'accord pour le changement, mais personne ne veut changer. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que dès qu'on vient toucher à ta vie, tes habitudes, ton intimité, ça devient douloureux. Donc, les écoles de commerce, mais plein d'autres, n'échappent pas à ça. Et du coup, assez logiquement, au regard des objectifs de l'école, on apprend à reproduire l'existant. C'est pas grave, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Donc ça pose des limites qui sont importantes. Et je pense que pour bien armer les étudiants au monde de demain, il faut changer l'objectif du système, qui n'est pas forcément un objectif conscient des acteurs du système. Personne dans les profs à HEC ne pense au salaire de sortie des étudiants. Mais il n'empêche que l'objectif du système fait que les cours sont orientés pour que on reproduise ce qui existe déjà, qu'on reproduise un certain nombre de normes. Et moi, mon grand regret, si tu veux, c'est que le fonctionnement de la comptabilité, de la fiscalité, de l'économie, etc., tout ça, c'est une somme de construits. On peut le changer. On l'a déjà fait dans l'histoire. Le choix de l'indicateur PIB est un choix. Et je regrette, par exemple, qu'on ne nous dise pas pendant ces études qui sont normatives, voilà les normes, mais on peut en changer. Ça l'a déjà fait, et d'autres proposent ça. J'aimerais bien que mon cours de comptabilité se termine par, vous savez, il y en a qui bossent sur d'autres normes comptables, qui prennent en compte les ressources naturelles, ce que ne fait pas notre économie actuelle. Ouais. Et ça malheureusement, ce dialogue-là, il n'est pas ouvert, donc c'est en ça que je dis que l'école reproduit l'existant. Et pour répondre à ta question initiale, j'ai fait un long détour. Du coup, ça m'apporte une richesse parce que je comprends la culture qui verrouille le changement. Je pense que d'être passé par cette école-là permet de comprendre ce qui verrouille le changement et parfois pour des raisons qui sont nobles. Donner des emplois à des gens, des conditions de vie à du monde, vouloir protéger une économie, souvent c'est pour des raisons nobles. Donc c'est ça qui est intéressant à traiter, c'est comment ces raisons nobles produisent des choses qu'on ne veut pas produire, comment un système économique produit le contraire de ce que les individus veulent y faire. Ni toi ni moi, quand on se lève le matin, on se dit qu'on veut réchauffer le climat. Ni toi ni moi, quand on se lève le matin, on dit qu'on veut produire de la croissance. Non, si, toi un peu. Mais du coup, il fait froid en ce moment, c'est ça. Mais, euh, mais du coup, en fait, c'est quand même le résultat du système. Et donc ça, c'est intéressant à traiter. Enfin, et du coup, c'est une richesse pour moi dans l'écriture. C'est une richesse pour moi dans le travail théâtral parce que qu'est-ce que c'est que le théâtre? C'est l'endroit où on va exprimer nos conflits internes et externes. Quand il y a du conflit, il y a du théâtre. Et donc, moi, je trouve que tout ça génère un conflit assez fascinant. Et donc, j'en ai beaucoup voulu au début à mes parents de m'avoir poussé dans cette voie d'école de commerce, etc. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est ma plus grande richesse d'écriture parce que ça me permet de comprendre parfaitement les tensions qu'il y a entre les individus dans un système et pourquoi ces tensions existent. Hmm. Parfaite transition pour moi, merci. J'allais juste t'inviter à nous parler de la poursuite du bleu maintenant. Euh, Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, la création de la compagnie. Mal, n'importe comment. J'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Le premier truc que j'ai fait, c'est de mettre ce qui restait de mon prêt étudiant dans la compagnie. Donc déjà, premier truc à surtout pas faire.
Et puis je me suis dit, en fait, à la base, je me suis dit, je suis sorti d'HEC, je vais pas forcément écrire, mettre en scène des projets. Je vais plutôt me dire, bah, je vais produire des spectacles parce que j'ai appris la prod en master culturel. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, je vais faire ça. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est insensé, complètement stupide, c'est de produire un spectacle de 9 heures qui s'appelait Merlin, qui se jouait au Théâtre du Soleil. Il y avait 12 personnes au plateau. Il y avait, je sais plus, on était 25 personnes qui travaillaient sur l'ensemble du spectacle. Et tout ça au Théâtre du Soleil, dans la salle de 100 places. Donc tout était aberrant. Il y avait rien qui tenait la route. Mais quand même, ça a été une expérience fascinante. Et puis ça a été une expérience très forte pour moi parce que j'ai compris en faisant ce travail-là auprès d'un metteur en scène avec qui j'avais travaillé en tant que comédien à la base, j'ai compris que je voulais pas être producteur. J'ai compris que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est d'écrire et de mettre en scène. Et en fait, voilà, ça a été une expérience assez forte parce que ça m'a permis de comprendre que je voulais être artiste. Et la deuxième chose, c'est que pendant ces représentations, on donnait des places à une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres. Et là, j'ai rencontré des gens qui avaient été broyés par le milieu de l'entreprise. Et c'est le début de ma prise de conscience sur qu'est-ce que produit l'entreprise et qu'on ne veut pas voir. Et petit à petit, ça a été une somme de questionnements. Et ces personnes qui étaient accompagnées par les Petits Frères des Pauvres, je leur ai dit, bah, j'ai envie de vous rencontrer. On a commencé à faire des ateliers, de la récolte de témoignages, et ça a été la matière qui est devenue ma première pièce, l'inversion de la courbe. Et de Mm. là, l'engagement de la compagnie a démarré, et de là, j'ai commencé à écrire et mettre en scène mes propres pièces. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille parce que ce prêt étudiant d'HEC, il a fallu le rembourser. J'ai pas eu des études payées de A à Z par ma famille, donc j'avais un gros emprunt sur les bras. Il fallait rembourser cet emprunt. Et donc pendant 4 ans, j'ai bossé dans une boîte dans la vidéo la journée et le soir et le matin très tôt, j'écrivais mes spectacles, je me levais à pas d'heure, on répétait sur mes jours de congés payés, sur mes jours de congés pas payés aussi. Bref, pendant 4 ans quasiment, l'historique de la compagnie s'est construit comme ça, avec un premier spectacle, L'inversion de la courbe, qui a rencontré un très joli succès auprès du public relatif. Hein. On est au théâtre de Belleville, mais la salle était pleine tous les soirs. On avait de très bons retours de la presse, vraiment un accueil très encourageant. Un spectacle plus mitigé artistiquement et en termes d'accueil de la part de la presse aussi, qui s'appelle Mélone Blue, qui a été, je pense, une très bonne expérience parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à ce rythme-là, de faire des journées de 15 heures pour avoir un boulot la journée pour rembourser mon prêt et faire la compagnie en parallèle, ça devenait intenable. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, ben, j'arrête, je me concentre vraiment sur l'artistique, je quitte tout et là, je me suis mis uniquement sur la compagnie. C'est cette année-là qu'on a créé Coupure, le spectacle qui joue en ce moment. Ok. Et comment est-ce que tu as réussi à passer le pas? Alors, est-ce qu'il y a certains blocages, certaines peurs que tu as réussi à dépasser et comment tu l'as fait? Eh ben, écoute, le premier truc, c'est que déjà, il y avait j'avais une peur en moins parce que il y avait des propositions pour la poursuite du bleu qui permettaient de se dire, OK, ben, les spectacles vont se jouer maintenant, je vais pouvoir devenir intermittent, vivre de mon métier. J'ai négocié assez longuement mon départ aussi de la boîte, donc je savais que au pire des scénarios, le chômage ferait l'amortisseur pendant un temps. Donc Pôle emploi a été l'un des principaux financeurs de la poursuite du bleu pendant un moment. Merci. Et du coup, j'ai aussi eu à ce moment-là des opportunités. Mon agent qui me disait, ça y est, tu vas être sollicité pour des propositions de séries et tout ça, donc pour des projets d'écriture. Je dis, ah super, bon, là c'est bon, c'est parti, je quitte tout. Et à ce moment-là, c'est le Covid. Donc en fait, je quitte un confortable CDI en 40 heures par semaine, avec des revenus confortables, tout qui va bien, une certaine sécurité, et je me retrouve au chômage pour faire que du théâtre en plein mars 2020. Et là, c'est un peu la catastrophe. Je me dis, bon, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, il s'est passé 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'ai reçu un coup de fil du Shift Project qui avait vu mes précédents spectacles. Et Jean-Noël Gaze, celui qui s'occupe des relations publiques, avec qui j'avais beaucoup sympathisé, m'appelle et me dit, écoute, voilà, on aime beaucoup ce que tu as fait dans ta compagnie, on aime beaucoup le fait que tu
tes productions soient aussi engagées d'un point de vue écologique. Est-ce que ça te dirait de venir travailler avec nous sur un rapport? On va faire un grand rapport. On imagine qu'on respecte l'accord de Paris, qu'on limite le réchauffement climatique à 2 degrés dans tous les secteurs de notre économie et on te propose de travailler avec Anaïs Roche sur la culture. Et j'ai dit bah avec plaisir. Le truc devait durer 2 semaines et il a duré 2 ans. Donc c'est le rapport Décarbonons la culture sur lequel j'ai pas mal bossé. Ok. Donc ça, c'est venu en fait à peu près en parallèle, période où tu étais au chômage dans la création, enfin la stabilisation de la poursuite du bleu Ouais, et le project. Tu as eu les c'est deux ça. en fait. Ouais, ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire, j'ai quitté mon boulot pour ne faire que la poursuite du bleu. Bim, Covid, toutes les dates s'annulent. Le Shift me propose de bosser sur ce plan de transformation de l'économie française. Je bosse dessus et en parallèle, j'écris Coupure avec Paul-Éloi Forget, mon co-auteur et co-metteur en scène du spectacle, avec qui je joue sur scène au plateau. Mais à ce moment-là, on ne sait même pas quand on va reprendre. Et d'ailleurs, l'anecdote est assez forte, mais quand on a écrit le spectacle, on était persuadé d'avoir écrit un texte dont on était fier, qu'on allait pouvoir porter, mais on savait même pas combien de jours on allait jouer. On savait que si quelqu'un avait le Covid dans la compagnie, toutes les dates s'annulaient. Enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les fonds de compensation qui étaient mis en place, donc c'était suspense absolu. Et vraiment, décembre 2021, à quelques jours de la première de coupure, Paul Éloi et moi, je me souviens, on est au Floréal, un bar à côté du Belleville, en pleurs l'un et l'autre, en se disant c'est sûr, on va au casse-pipe, c'est sûr, dans 2 mois, on a changé de métier, le théâtre, c'était sympa, c'était une belle aventure, et ça va s'arrêter. Et bon, l'histoire, on a décidé autrement, parce que ça fait 1 an et demi qu'on joue le spectacle maintenant, quasiment, qu'on va continuer au moins pendant 6 mois encore, et encore une année en tournée après, parce que depuis, le spectacle a vécu une magnifique aventure qui est loin d'être finie, quoi. On y reviendra tout à l'heure parce que j'aimerais beaucoup que tu m'expliques comment tu ressens les choses par rapport à ce succès, à quoi il est dû et comment est-ce que vous le vivez avec ta compagnie aussi et qu'est-ce que ça amène peut-être comme projet pour la suite. Mhm. Mais d'abord, j'aimerais que tu me parles de tout ce que vous avez fait avec le Shift aussi en termes de transmission et de ce que ça a amené aussi avec la poursuite du bleu que vous continuez à faire, même si aujourd'hui tu as quitté le Shift. Ouais, alors le boulot qui a été fait au Chiffre, donc je vais saluer tous ceux qui ont bossé dessus. Donc il y a Jean-Noël Geist, il y a Héloïse Le Simple, il y a Fanny Valenbois qui s'est occupée de la partie livre et édition du rapport. Il y a Juliette Vigoureux qui s'est occupée de la partie cinéma audiovisuel du rapport. Moi, je me suis occupé de la partie spectacle vivant. Et puis il y a Anaïs Roche et Valérie Bonnard qui ont travaillé sur les arts visuels. Plus tout un tas de petites mains qui nous ont aidés, comme Léopold Foucault et Léa Adjiat, etc. Donc voilà, j'en cite quelques-uns, mais on a été très nombreux à bosser là-dessus. Et donc moi, je me suis occupé de piloter le rapport avec Héloïse et Jean-Noël. Et le but, c'était d'imaginer à quoi ressemblerait la culture si on décidait de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire de faire baisser de 80% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 dans le secteur culturel. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, vraiment, je vois à quel point les mentalités ont changé cette dernière année, mais tout le monde nous disait la culture, ça pollue pas, c'est ridicule, on va pas parler de ça, etc. Donc en fait, pendant quasiment un an, on a passé tout notre temps à appeler des professionnels de la culture et à transformer leur métier en flux physique. C'est-à-dire que je parlais d'un tourneur qui me disait, moi, mon métier, c'est de détecter des artistes, de leur obtenir des dates de tournée, de faire en sorte qu'ils jouent. Et je disais, d'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est combien il y a de semi-remorques sur les routes, chargés à combien, comment est-ce que tout ça fonctionne. Et ça me permettait de traduire tout ça en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pendant 2 ans, quasiment, toute l'équipe du Shift Project qui a bossé sur le rapport Décarbonons la culture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des bilans carbone type de plein d'établissements culturels et en montrant qu'il y avait des mesures très fortes à prendre pour diminuer drastiquement ces émissions. Donc ça, c'est le boulot qui a été fait avec le Shift. Et il s'avère que du coup, parce que ma compagnie a lourdement participé au boulot, eh ben, on est encore aujourd'hui appelé à aller former des élus sur ces sujets-là, à expliquer ce qu'on a fait nous-mêmes dans la compagnie, parce que, comme je le disais, j'ai rejoint ce travail au Shift parce que la compagnie est très engagée, à expliquer ce qu'on fait dans la compagnie, à les sensibiliser des acteurs. L'ICAR m'a commandé un cours entier sur ces sujets-là, puis Sciences Po, puis d'autres établissements qui me demandent de venir en pointillé. Donc du coup, ben,
On se retrouve avec Lucie, ma chargée de production, que je salue, qui bosse énormément à mes côtés, euh, à, euh, à diffuser cette parole, à essayer de sensibiliser sur pourquoi c'est important de le faire, pourquoi c'est une nécessité, etc. Ok. Et donc, du coup, tout ça en parallèle de coupure et de cette effervescence, comment est-ce que tu arrives à... Ben, pour être très honnête, en 2022, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu vraiment une année très chouette, mais très dense. Et là, je prends un peu plus soin de moi, on va dire, depuis quelques mois. J'ai une équipe devient un peu plus stable. Mais c'est beaucoup lié au fait que Coupure fonctionne et que du coup, on a du temps pour travailler bien, mieux. Je dis pas que c'est parfait encore, mais bon, c'est quand même, ça a plus grand-chose à voir. Écoute, comme on le vit très bien, hein, comme une bénédiction. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a été programmé d'abord au Théâtre de Belleville en janvier, puis en mai de 2022. Et en fait, très rapidement, on a pris confiance en ce spectacle. Et au bout de 2 semaines, il y a Alexis Michalik, qui est un auteur et metteur en scène que j'admire beaucoup, qui est venu voir le travail et qui a eu un gros coup de cœur sur Coupure. Et en fait, sans que je lui demande quoi que ce soit, il a envoyé un nombre de SMS hallucinant à tout Paris. Donc voilà, j'aimerais encore le remercier parce que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Et il en a fait partie. Donc en 2 semaines, on s'est retrouvé avec la direction du Théâtre de l'Heure, la direction du Théâtre des Béliers et des autres théâtres qui appartiennent au groupe, la direction de la Scala, qui sont venus nous voir, qui ont adoré le spectacle, et puis qui ont commencé à nous faire des propositions. La première d'entre elles était d'aller au Festival Off d'Avignon, à la Scala Provence, pour jouer Coupure. Et c'était le premier Avignon de la compagnie. On nous a proposé d'être dans une salle de 220 places. Donc, on a négocié très durement les conditions parce que c'était pas facile. Et en fait, à Avignon, ça a été complètement fou. C'est-à-dire que on avait déjà eu de la presse à Paris, mais en un mois à Avignon, il y a eu une presse hallucinante sur le spectacle. Tous les programmateurs sont venus. Le Théâtre de l'Œuvre s'est positionné pour nous reprendre à partir de janvier. Du coup, on joue le spectacle là, de janvier jusqu'à fin avril au Théâtre de l'Œuvre. Et bref, on s'est retrouvé avec beaucoup de propositions. Comment on le vit dans la compagnie? Très bien, hein. Enfin, voilà, c'est quand même plus facile cette période-là que ces périodes où tu sais pas si tes spectacles vont jouer parce qu'il y a le Covid ou pas. On le vit super bien, mais on le vit aussi de façon très prudente parce que on sait que tout ça est fragile. J'ai eu la chance de me planter sur mon deuxième spectacle. Donc je sais qu'il suffit de peu de choses pour qu'une aventure artistique se tarisse, que ça se passe moins bien. Là où je sens que j'ai vraiment une chance, c'est dans l'entourage. C'est-à-dire en fait, on est une compagnie hyper familiale, hyper soudée. Il y a un vrai équilibre et une vraie égalité dans le traitement de tous, je pense. Et ça, je pense que c'est le plus précieux parce que je sais qu'avec cette équipe-là, j'ai pas besoin d'aller vite parce qu'on va aller loin, quoi. Je sais que même s'il y a des moments qui seront difficiles, on va être très solidaires. J'en ai eu la preuve avec un spectacle qui a moins bien marché. Je sais que finalement, ce qui est le plus important dans un spectacle, c'est l'aventure collective et la rencontre avec le public. C'est les deux choses qui sont les plus importantes. Là, il s'avère que tout est génial. Mais l'aventure collective, elle va rester, même si demain, on fait un spectacle qui fonctionne moins bien. Donc, on est hyper prudent. On essaye de pas brûler les étapes. Et du coup, tu vois, quand on est sorti d'Avignon, on avait le vertige, quoi. On nous proposait d'aller 2 fois par semaine au Théâtre de la Renaissance, tu vois, dans une salle qui fait, je crois, de mémoire 700 places. Et puis, la Scala Paris nous proposait d'aller faire une série de 30 dates ou 25 dates en septembre 2023. Et tout ça, c'est des salles énormes, c'est 650 places, tu vois. Et en fait, je crois qu'on prend les choses progressivement. C'est-à-dire que nous, on a dit non, on a envie d'aller dans une salle qui sera belle mais qui sera plus intimiste, le théâtre de l'œuvre qui fait 300 places. On va prendre les étapes les unes après les autres. Le but c'est pas de se cramer et de tuer la compagnie en une exploitation. Le but c'est que le spectacle vive le plus longtemps, que l'équipe vive une aventure artistique et humaine qui soit belle et longue. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que de se cramer ou de se prendre pour plus beau qu'on est. Et voilà, donc en fait, ça demande beaucoup de calme et de tempérance. Donc en fait, on est très heureux, on est sur un petit nuage, mais on est aussi très prudent parce qu'on sait que c'est des choses fluctuantes, quoi. C'est pas parce qu'en ce moment ça se passe bien que d'un seul coup je me mets à raconter que quand on veut, on peut. Paul Éloi comme moi, on est plutôt conscient que c'est l'inverse, que c'est quand on peut, on veut.
C'est-à-dire qu'en fait, quand la compagnie a de l'argent grâce au cours et que on a un contexte qui est favorable et qu'on n'est pas angoissé par le Covid, eh ben, on peut désirer des choses. Mais c'est une chance d'avoir l'espace de désirer des choses. Donc moi, je suis persuadé que voilà, quand on peut, on veut. Voilà, il y a ce contexte-là, et c'est une chance d'avoir rencontré le public de cette manière, et rien n'est garanti sur la suivante. Et comme disait Romain Gary, la seule chose dont un artiste est sûr quand il se lève le matin, c'est qu'à chaque fois qu'il fera quelque chose de bien, il sera prié de recommencer. On est prié de recommencer. Mm. Et merci à vous pour ce que vous faites, parce que moi, je trouve que c'est d'utilité finalement. Donc, euh, Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé des contenus, des spectacles, de ce qu'on raconte et tout ça, mais mm. ouais, on a des spectacles qui essayent de sensibiliser sur les thématiques écologiques, environnementales, mais aussi de donner une meilleure compréhension des enjeux. Là, sur Coupure, c'est vraiment l'état de notre démocratie, et c'est de faire comprendre où est-ce que ça coince, où est-ce que ça grippe, quoi. Donc voilà, d'essayer de sensibiliser sur des sujets qui nous paraissent importants. Bois un coup, je vois que tu étais en train d'essayer de boire de l'eau. Oui, pardon, merci. J'avais parlé justement d'écologie, tu vois, ce que tu disais concernant le rythme que vous essayez de conserver, cette sobriété finalement, même si vous continuez d'évoluer, vous restez aligné en fait avec ce que vous revendiquez comme valeur finalement. Ouais, mais c'est pas facile parce que en fait, c'est très très facile de dire ma compagnie. Je parlerai de toutes les actions que mène la compagnie, mais c'est hyper facile de dire ma compagnie prendra jamais l'avion quand on te l'a jamais proposé. Mm. Quand on t'a jamais proposé d'aller jouer une date incroyable dans un très beau théâtre à Barcelone la semaine prochaine, quand on t'a jamais proposé d'aller jouer à Dubaï, quand on t'a jamais proposé d'aller jouer à New York, c'est hyper facile de dire que ta compagnie elle prendra jamais l'avion. Mais le jour où les propositions tombent, c'est là que tu sais si tu vas tenir à tes valeurs ou pas. Et parfois, quand tu vois les enveloppes budgétaires proposées pour aller jouer loin, tu te dis, ah ouais, c'est un peu con de pas y aller, quoi. Puis en plus, on n'est pas, même si la compagnie rencontre un joli succès avec Coupure, on est vraiment loin d'être riche, hein. Voilà, c'est plutôt la galère et voilà, donc on a plutôt envie, tu vois, c'est très tentant de dire oui. Et en fait, on dit, mais oui, mais c'est pas le projet. On n'arrête pas de raconter qu'il faut changer de rêve et on va reproduire le modèle existant où en fait pour des gamins qui nous regardent, le modèle de réussite ce sera ah bah ça y est ça marche ils prennent l'avion. Donc non en fait faut réussir à dire non. Donc on a eu des propositions cette année et on a réussi à dire non. On a eu des propositions d'aller tout de suite dans des très grosses salles et on a réussi à dire non et je pense que ça c'est plus dur quoi. Voilà donc pour dire un peu les engagements de la compagnie, tu vois, on a beaucoup de choses. Il y a le fait que déjà sur toutes les créations et sur toute la diffusion, donc en tournée, etc. Le régime alimentaire, c'est végétarien. Non pas qu'on pense qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais qu'on pense que dans les cadres collectifs, faut au moins se donner la possibilité d'eux. Quand on est en création, il y a quasiment pas d'achat de neuf. Donc pour celles et ceux qui ont vu Coupure, les décors, les costumes, les accessoires, quasiment tout est de seconde main, récupéré, etc. En tout et pour tout, on aura acheté en neuf deux toiles de lin et une veste à paillettes. Voilà, qu'on aura cherché longtemps d'occasion mais qu'on n'aura pas trouvé. Donc sur les décors, les costumes, les accessoires, tu vois, c'est à peu près tout. Et puis il y a beaucoup d'engagement en fait. Voilà, comme j'ai bossé sur le rapport du chiffre, je sais ce qui émet le plus de CO2 et pour à l'échelle d'une compagnie, c'est la tournée. Et en fait, enfin c'est les achats et la tournée. Donc du coup, on a décidé d'un truc, c'est que quel que soit le décor dont on rêve, on fait en sorte qu'il rentre dans le plus petit véhicule utilitaire possible. Donc, quand on crée un décor, il est pensé pour rentrer dans 5 mètres cubes dès le démarrage. Donc, ça divise très grandement les émissions aussi de la compagnie. Bref, on a tout un tas de mesures. Il y a aussi des mesures sur les inégalités, parce que j'en parlais. Plus il y a d'inégalités, plus on émet du CO2. Donc, dans la compagnie, il y a égalité de salaire. C'est assez simple à gérer. Du coup, les hommes sont aussi bien payés que les femmes, les vieux sont aussi bien payés que les jeunes sont aussi bien payés que les vieux. Enfin, ça. Et quand on doit revoir les choses ensemble, ben, on revoit les choses ensemble et pour tout le monde. Donc, voilà, je trouve que ça facilite un peu les choses. Et puis, euh, et puis voilà, il y a un vrai engagement à sensibiliser, à former. On a créé une monnaie locale qui vaut de l'argent dans des commerces bio locaux engagés. Comme ça, nos spectateurs peuvent faire une première action à la sortie du spectacle.
Et puis on forme avec Lucie, ma chargée de prod, avec Mathilde qui s'occupe de la communication. On forme, je crois, entre 500 et 1000 jeunes par an et des centaines de professionnels chaque année sur les enjeux écologiques et culturels. Donc voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'actions à mener. Et là, c'est agréable pour nous de voir qu'on arrive à les tenir malgré le fait que l'histoire grandit. Et bah, j'espère qu'on va garder ça, quoi. Bah, je vous le souhaite et bravo à vous vraiment de tenir votre parole, entre guillemets, parce que vous n'avez pas signé de contrat ou quoi que ce soit, enfin, si ce n'est C'est un avec vous-même. engagement moral. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce que j'aimerais que tu nous racontes, parce que le temps passe super vite, mais Vas-y. je le fais en une question, c'est quels sont les ressentis des étudiants et les ressentis des spectateurs par rapport à ce que tu leur proposes et ce que la compagnie leur propose comme divertissement ou formation de prise de conscience. Ben, c'est pas la même chose, déjà, parce que quand tu donnes un cours, tu défends pas un propos. Tu poses beaucoup de questions, tu poses vraiment un problème et c'est rarement un moment agréable. Et du coup, en fait, l'aventure d'un cours va beaucoup dépendre des participants. Bien sûr que ça dépend du prof, mais ça dépend aussi beaucoup du participant. Et j'ai donné 5 fois le même cours sur l'écologie et la culture cette année, un cours qui fait entre 18 et 24 heures. Et les 5 fois, ça n'avait rien à voir en termes de réception. Donc un cours, c'est toujours une aventure collective. Et il y a des classes où tout le monde est à donf et veut absolument changer le monde et tout faire demain matin. Il y en a où les gens sont beaucoup plus mesurés, pèsent le pour et le contre. Et il y en a carrément ben, pour qui l'écologie, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, c'est difficile, voire c'est anxiogène. Alors, moi, j'essaye de le résoudre totalement par l'action, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, j'ai autant de réactions que d'étudiants. Et je vois quand même qu'il y a une sensibilité très large. C'est-à-dire que globalement, les gens ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'agir, ils ont envie qu'on donne des clés. Et surtout, moi, je pense que le vrai défi, c'est de rendre tout ça joyeux. C'est le cas à l'échelle de ma compagnie, mais je pense que à un moment, expliquer aux gens qu'il faut qu'ils prennent le train plutôt que l'avion, si le train c'est plus cher ou juste si c'est galère, ils feront pas. En revanche, si tu fais comme le festival des transmusicales à Rennes et que tu mets un DJ set dans le train, tout le monde prend le train. Donc en fait, le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend tout ça désirable, enviable, excitant, joyeux. Bah voilà. Enfin, comment on fait la révolution en dansant, c'est un peu le sujet principal, quoi. Donc c'est ça le vrai défi, c'est ce que j'essaie de véhiculer avec plutôt des très bons retours de la part des étudiants, mais là, il faudra leur poser la question à eux, je pense. C'est ça l'enjeu. Et puis, du côté des spectateurs, ce qu'on essaye de faire, c'est de défendre un propos. Vraiment, quand on écrit un spectacle, on défend un propos, qu'il soit consensuel ou pas. Et ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de donner aux gens des raisons d'agir, de s'engager. On a envie de partager un engagement, de partager un espoir. On n'a pas envie de les plomber avec les problèmes. On a un traitement des sujets écologiques, sociétaux qui est sobre, mais c'est pas parce qu'il est sobre qu'il est austère. Coupure, c'est un spectacle qui est drôle, c'est un spectacle qui est un peu déjanté, qui a un rythme un peu infernal, qui est fait comme en termes de rythme, un peu comme une série Netflix, quoi. C'est très musclé, c'est très nerveux, c'est très drôle. Et c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de défendre, cette idée que la sobriété, c'est pas l'austérité du tout, au contraire. Donc voilà, donc j'ai l'impression que les spectateurs, le ressenti que j'ai tous les soirs là au Théâtre de l'Œuvre, c'est que les spectateurs, ils sont plutôt dans un accueil très positif et énergisé de ce qu'on fait au plateau. Mm. J'espère en tout cas. Bah, en tout cas, moi qui suis venue voir, c'était l'inversion de la courbe, je crois. Mhm. J'ai ressenti exactement ce que tu viens de décrire. Un moment intense, de prise de conscience, mais joyeux et déjanté. Donc, C'est un peu ce qu'on essaie c'est un peu ce qu'on essaie de défendre, voilà, de dire oui, on est sobre, oui, on défend une certaine idée, mais en fait, ça va pas être austère. Ça peut être drôle, ça peut être foisonnant, ça peut être énergique. Voilà. Moi, ce qui fait que j'ai quand même conscience d'un tas de problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés en cours. J'ai lu les résumés des rapports du GIEC, j'ai lu toute la documentation du Shift, j'ai lu les résumés de l'impact actuel sur la biodiversité. J'ai beaucoup d'informations lourdes en tête. En fait, ce qui me sauve de la déprime,
c'est que je suis dans l'action et je suis dans une action collective et je socialise avec des gens qui ont une vraie envie de faire. Et en fait, la question qui est posée aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'on va être dans la merde, c'est dans quel état on a envie d'y être, en fait. C'est est-ce qu'on a envie que ce soit un processus joyeux de lutter contre ce qui va se passer, de s'organiser, de s'adapter, puisqu'on sait qu'il y aura des chocs, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y aura des chocs. Ce qui est le plus important, c'est dans quel monde on veut vivre ces chocs. Et je crois que d'avoir une réponse qui est plus une sobriété joyeuse, je vais pas dire heureuse, mais vraiment joyeuse, quelque chose de foisonnant, bah, je trouve que c'est une réponse assez chouette, quoi. Ouais, carrément. Du coup, ça donne très envie d'en savoir plus. Est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu Coupure? Eh ben ouais, Coupure, l'histoire, c'est un maire écolo très engagé, qui a l'air un peu de l'élu qui tient ses promesses, qui est très militant, etc. Euh, et ce maire écolo a fait installer des antennes relais de dernière génération partout dans la commune. Du coup, les citoyens ne comprennent pas comment c'est possible. Il avait promis qu'il ne le ferait pas. Il le convoque à une assemblée citoyenne qui est le moment du spectacle. Et en flashback, il va nous raconter tout ce qui s'est passé, notamment dans l'exploitation agricole familiale. Et, euh, et on va découvrir qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, que c'est pas juste de son fait et de sa faute. Et ça va révéler petit à petit tout ce qui coince à la fois aussi dans les enjeux démocratiques. Ok. Moi, j'ai plus beaucoup de batterie, ça a dû couper. Du coup, je vais Ouais, me remettre sur la prise électrique, hein, vu qu'on en a encore autant à profiter. ouais. Donc, tu avais fini de décrire Coupure ou est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non, j'ai juste envie de dire aux gens qui l'ont pas encore vu, venez. On est très très fiers de l'aventure. Je veux aussi dire que dimanche, c'est la deuxième et dernière corporative, c'est-à-dire la date où les votants pour les Molières viennent. Que les votants n'hésitent pas à venir aussi, parce que ça peut être un tournant important pour la compagnie aussi. Voilà, c'est pas une fin en soi, mais c'est une reconnaissance et ça permet d'installer le travail. Donc ça, c'est aussi précieux pour nous. Mm. Donc voilà, non, j'ai envie de dire, venez, c'est un moment, je crois, électrisant, énergisant, drôle, et en même temps qui pose des questions profondes. Enfin, voilà, j'ai envie de dire aux gens, venez découvrir Coupure. On est au Théâtre de l'Œuvre tous les dimanches, mardis et mercredis jusqu'à fin avril. Super. Moi, malheureusement, étant à Biarritz, je ne vais pas pouvoir le voir tout de suite, mais j'espère bien que En vous tournée, viendrez en jusqu'à moi. tournée. C'est prévu en tournée normalement. Ouais. Vous nous tiendrez au courant des dates si ça bouge, effectivement, parce que vous qui nous regardez, vous n'êtes peut-être pas que à Paris. Donc, allez suivre la page La Instagram poursuite du de La bleu. Poursuite du Bleu, et puis comme ça, vous aurez les infos pour voir quand ça arrivera à côté. Pardon, Exactement. la batterie arrête pas de couper l'image. Ça va, ça coupe ou pas? Non, non, ça Ok. va, je te vois toujours. Alors, du coup, est-ce que pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de ce live, tu veux bien me dire comment tu vois la suite, toi, en tant que Samuel Falency, comment tu vois la suite pour la poursuite du bleu et quel serait ton message de fin, finalement, par rapport à peut-être tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, un message que tu auras envie d'adresser aux personnes qui nous écoutent. Euh, L'avenir, écoute, je sais pas trop, et puis je suis très heureux du présent, donc j'essaie d'en profiter. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à partager, à sensibiliser. J'ai envie de continuer à faire la révolution en dansant, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'ai envie de continuer à écrire, à mettre en scène. On a des nouveaux projets avec Paul Éloi et la poursuite du bleu. Donc, a priori, on va écrire un prochain spectacle, soit pour la fin de 2024, soit pour le début de 2025. On verra. On a une belle suite devant nous là qui nous attend, avec Coupure qui va reprendre, qui finit à l'œuvre, qui va reprendre ensuite à Avignon. Si jamais il se passe des belles choses, probablement qu'on reprendra à la rentrée à Paris. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais on a une belle tournée en 2024 avec ce spectacle déjà. Donc tu vois, c'est rare. Hein, moi, dans ma vie artistique, c'est la première fois que j'ai une visibilité à 2 ans, donc c'est très chouette. Hmm. Et,
continuer à, voilà, à toucher les gens, que ce soit par l'écriture sous toutes ses formes et par les cours. J'ai envie de ça, de continuer à le faire. Et le deuxième truc que j'ai envie de partager avec les gens qui nous écoutent, enfin, tu me disais, voilà, qu'est-ce que je peux laisser comme message? Ben, c'est de, de, de dire aux gens de s'engager. C'est un peu bateau comme message, mais je trouve que vraiment, quand on s'engage, quand on met les mains dans le cambouis, on comprend les difficultés, on comprend ce qui bloque, on découvre aussi les bonnes raisons des uns et des autres, et on s'ouvre. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, s'engager, c'est la plus grande richesse. Il faut le pouvoir, mais ouais, dire aux gens de s'engager et que quand on le fait, ben, je crois que c'est la plus jolie des aventures. Ouais, le passage à l'action, c'est ça la vérité. Ouais, ouais, et puis aussi Sortir du mental. de dire aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui seront conscients des enjeux écologiques, etc., qui sont un peu angoissants. Moi, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que l'espoir, c'est vraiment une décision. Et qu'à un moment, il faut admettre qu'on va faire une espèce de pari pascalien où on sent qu'on fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand que nous. On sent que même si on y est tout petit, chaque action va avoir un sens, un poids moral en fait, puisque chaque émission de CO2 aujourd'hui va rester dans l'atmosphère pendant 10 000 ans, donc il a un impact sur la vie aujourd'hui, sur les générations futures, sur le vivant en général. Et aussi, même si je sais pas si ce que je fais c'est parfait, d'essayer c'est le meilleur des paris à prendre. Donc voilà, de dire en fait qu'il est urgent de parier et que c'est une décision que d'avoir de l'espoir. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est parfait, mais ça veut dire que c'est la meilleure des choses à faire que d'essayer. Merci pour ces belles paroles. Merci Julie à toi pour Ça me parle l'invitation. beaucoup aussi. Tu sais qu'on partage les mêmes valeurs là-dessus. Donc voilà, je soutiens complètement cette conclusion. Merci à toi d'avoir été présent avec nous pendant 1 heure. On n'a Avec pas eu plaisir. de questions ou de rebondissements, mais je crois qu'il y a du monde qui est passé. Et pour toutes les personnes qui regarderont en replay, si vous avez envie de laisser un commentaire avec vos remarques, avec vos questions, si vous voulez continuer la discussion avec les autres personnes qui tomberont sur cette vidéo dans les commentaires, voilà, ça peut amener des réflexions intéressantes. Ouais, n'hésitez pas. Samuel, on peut te suivre du coup sur Instagram, Ça sur ton compte. fonctionne. Voilà, Sam Sam Balancy. Balancy, Oui, je le prononce super mal, désolée. Sam c'est Balancy. pas grave. Il n'y a pas de prononciation officielle. C'est une ancienne famille italienne qui a fini en Tunisie puis en France, donc il y a quatre bonnes manières de le dire. Ça va alors. Je m'en veux moins. Clairement. Et on peut aussi aller suivre la page de La Poursuite du Bleu, tout attaché. Et on a hâte de voir si Coupure va aller au Molière ou pas. On saura en mars si c'est le cas. On verra bien. À très bientôt pour la suite. Merci encore Samuel. Et merci à Merci à tout le toi, monde Julie. d'avoir été présent. À bientôt. Salut. Salut.